Bonjour à tous, nous voici réunis pour un nouvel épisode de Passion Immo. Je vous remercie toujours de l'écoute, des abonnés qui montent, malgré le fait que je reconnais depuis début janvier, j'ai un peu levé le pied en termes de rythme d'épisode, tout simplement parce que dans cette période, je donne un petit peu la priorité à mes étudiants, ce qui est logique. Le contraire serait quand même pas très sympathique de ma part, en tout cas pour eux. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la loi de finances pour 2025. Le texte a été enfin promulgué il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous, on va s'intéresser à ce qui touche la fiscalité immobilière et exclusivement la fiscalité immobilière. Je laisse évidemment une loi de finances, c'est beaucoup et beaucoup de choses. Moi, je vais me concentrer, c'est déjà pas mal, uniquement sur cet aspect. Je vais parler principalement du nouveau prêt à taux zéro, de l'augmentation des droits de mutation, de la fiscalité du loueur en meublé non professionnel qui nous fait encore un petit peu des frayeurs, et puis un dispositif très intéressant qui, je trouve, n'a pas été assez présenté jusqu'à maintenant, c'est l'exonération d'impôt des donations pour l'achat de l'habitation principale. Voilà. Eh bien écoutez, on est parti pour ce nouvel épisode qui va traiter de fiscalité, Passion Immo. On y va. Alors, cette loi de finances pour 2025, qui a été quand même bien compliqué à faire émerger. Je vais pas faire tout l'historique politique de la gestation de cette loi de finances, mais tout simplement rappeler qu'elle a été promulguée il y a à peine une semaine, parce que elle a commencé à être réexaminée sérieusement au Parlement le 3 février 2025. Elle a été adoptée définitivement le 6 février 2025, ce qui n'était pas gagné, compte tenu du contexte politique. Et puis, il faut jamais oublier un truc, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'un certain nombre d'articles, de journaux, de commentaires allaient un peu vite en besogne quand ils disaient « dès le 7 février, ça y est, loi de finances, c'est fait ». Non, pas du tout, puisque à partir du moment où la loi avait été votée par le Parlement, s'ouvra une fenêtre de tir qui permettait aux parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel. Et l'idée de ces parlementaires, c'était de faire censurer une grande partie des textes votés dans le cadre de la loi de finances. Il fallait donc attendre que le Conseil constitutionnel se prononce avant de crier victoire, et il l'a fait quelques jours plus tard, le 13 février. Donc, très récemment, et là, depuis le 14 février, on sait que ça y est, cette loi de finances pour 2025, elle est définitivement adoptée et promulguée. Alors, 2-3 petites choses à dire par rapport à ça. Déjà, on a vu que l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, elle pèse lourdement, puisque cette loi de finances aurait dû être votée au plus tard au 31 décembre de l'année 2024. Elle a un mois et demi de retard. Est-ce que c'est exceptionnel ? Moi, j'en suis pas certain, parce que la difficulté à faire émerger une loi de finances, elle provient tout simplement de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, avec ces 3 blocs qui, à eux seuls, ne détiennent pas une majorité. Il faut du compromis. Le compromis, on sait qu'il est extrêmement difficile à obtenir, même s'il a été il était un peu plus simple quand même là à faire qu'avec le gouvernement Barnier. Imaginons que nous ayons une dissolution au mois de juin prochain, ce qui est tout à fait une probabilité. Il n'est pas dit que la nouvelle Assemblée nationale qui émergerait au cours de l'été prochain ait davantage de majorité que l'actuelle. Et si les choses étaient reconduites en l'état, or il y a un sondage qui est paru il y a une semaine qui indique que si les Français votaient aujourd'hui, à peu de choses près, on aurait la même configuration d'assemblée. Si tel était le cas au cours de l'été prochain, sans doute qu'on se retrouverait avec les mêmes difficultés pour faire émerger une loi de finances pour 2026. Donc on ne va pas crier victoire pour la suite, on verra ce qu'il en sera.
Cette loi de finances, elle s'est faite aussi dans un contexte budgétaire extrêmement difficile. On sait que la dette de la France, elle atteint aujourd'hui 3200 milliards d'euros, on rencontre un déficit budgétaire qui est important, que un gouvernement, quel qu'il soit, parce que ceux qui nous promettent des choses incroyables sur le plan fiscal, ils seront confrontés, si demain ils sont au pouvoir, exactement aux mêmes réalités qu'aujourd'hui. Et donc, partant de là, il est difficile quand même de faire des cadeaux fiscaux comme on avait pu le faire par le passé. Et là, on voit poindre, je fais cette incursion extrêmement rapide, parce que c'est pas le sujet sur cette chaîne, sur ce podcast, euh, la nécessité sans aucun doute de réarmer les pays européens dans les années qui viennent, des engagements des États-Unis, Ukraine, etc. Tout ça fait que il y aura encore moins de marge de manœuvre. Bon, je vais pas faire le pessimiste, mais sur le plan budgétaire, il y a toute raison de penser qu'on a mangé notre pain blanc. Voilà. Donc, qu'il y ait des lacunes dans cette loi de finances, c'est une évidence. Rien n'est parfait, mais est-ce qu'il fallait espérer plus? Bon, moi, j'en suis absolument pas convaincu. On va démarrer par le prêt à taux zéro. Alors le prêt à taux zéro, il était attendu au tournant. Je rappelle quand même que le prêt à taux zéro, il avait été quasiment plus qu'égratigné. Bruno Le Maire, l'ancien ministre des Finances, souhaitait sa suppression à un moment donné. Il a été finalement prolongé, mais avec des sorties du style les maisons neuves avaient été sorties du prêt à taux zéro tel qu'il était, il avait émergé en 2024, donc on l'attendait quand même avec pas mal d'impatience. Là, on sait où on en est, même s'il y a encore, à l'heure où j'enregistre, il y a quelques décrets qui sont en attente, donc il y a des petits points de détail à peaufiner en termes de connaissance de ce nouveau prêt à taux zéro. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Il est prolongé jusqu'en 2027. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous donne 2 ans de visibilité. On verra ce qu'il en adviendra par la suite. Deuxième information importante, ce nouveau prêt à taux zéro, il est étendu à l'ensemble du territoire et non plus, comme c'était auparavant, exclusivement dans les zones tendues. Ça étend de manière très importante ce prêt à taux zéro à une catégorie, une partie de la population qui en était exclue parce que n'habitant pas dans des zones tendues. Ensuite, troisième information capitale, à qui est-il réservé? Il est réservé à ceux qui veulent acheter principalement dans le neuf, même s'il y a possibilité dans l'ancien, je vais y revenir aussi. Et on fait rentrer de nouveau les maisons neuves dans la boucle, c'est-à-dire qu'il va être possible d'utiliser le prêt à taux zéro pour financer de la construction dans une maison neuve. C'était une grosse attente et une demande assez importante des constructeurs qui sont, il faut pas se le cacher, un genou à terre depuis de trop nombreux mois. Mais on va voir que c'est pas si simple concernant les maisons neuves. Le seuil de revenu, il a augmenté également. Alors, je ne vais pas le décrire ici, ce serait un peu trop compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 6 millions de foyers potentiels supplémentaires qui rentrent là encore de nouveau dans la boucle des potentialités liées au prêt à taux zéro. C'est plutôt pas mal. On conserve la possibilité de financer un logement ancien, mais à condition de réaliser des travaux à hauteur de 25% du coût total de l'opération. Bon, ce qui est pas mal quand même, voilà, quand on fait des travaux et que ceux-ci doivent représenter le quart du coût total de l'opération, bon, ça veut dire qu'on y va quand même assez fort en termes de rénovation. Il y a un petit changement concernant la part de projets financés par le prêt à taux zéro. On sait qu'en fait, sans trop aller là encore dans le détail, je ne peux pas financer la totalité d'un bien grâce au prêt à taux zéro. C'est seulement une partie. Alors pour les appartements, notamment dans le neuf, on sait que cette part de financement à partir du prêt à taux zéro, elle va être comprise entre 20 et 50%. Et
Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, en fait, c'est que pour les maisons neuves, cette part ne sera comprise entre 10 et 30%. Alors ça dépend d'un certain nombre de critères, en particulier les revenus de l'emprunteur, etc. Donc ça veut dire une chose, si je veux un petit peu décortiquer ce nouveau prêt à taux zéro, oui, très bien, les maisons neuves rentrent de nouveau dans la boucle de ce prêt à taux zéro, mais le financement de la maison, il n'aura pas la même importance que par le passé. Donc quand on fait son plan de financement, il ne faut pas s'imaginer que si on construit une maison neuve, la part de financement sera extrêmement importante. Quand est-ce qu'il entre en vigueur? Il entre en vigueur tout simplement au mois d'avril. Alors il est vrai qu'on attend quelques décrets. On a voulu laisser le temps aux banques de remettre en route la machine, surtout que le prêt à taux zéro est toujours une affaire un peu compliquée au niveau des banques, hein, sur l'instruction du dossier, l'examen du dossier. Mais on sait déjà, je ne veux pas les citer parce que voilà, c'est des sources que j'ai eues un peu en interne. Il y a déjà une banque en particulier qui a vraiment relancé la machine concernant le prêt à taux zéro. C'est peut-être pas la seule, hein, d'ailleurs. Et cette banque, déjà, voilà, elle monte ses plans de financement en intégrant le nouveau dispositif que je viens ici de décrire. Donc voilà pour ce prêt à taux zéro tel qu'il a été redéfini par la loi de finances pour 2025. Bon, plutôt positif. Maintenant, moins positif, les droits de mutation. Les droits de mutation, c'est ce que l'acquéreur paye au moment où il achète son bien immobilier. C'est le notaire qui va... alors qu'on confond en général avec les frais de notaire. Bon, mais peu importe, je veux dire, c'est rentré dans le langage courant, je vais pas pinailler là-dessus. On sait que les collectivités locales, les départements en particulier, sont en difficulté budgétaire. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais pourquoi eux, ils le sont peut-être plus que d'autres? Tout simplement parce que, comme les droits de mutation les concernent principalement, que pour eux, c'est une recette fiscale très importante, dès lors que vous avez une baisse assez sensible de ces recettes composées des droits de mutation, évidemment, vous vous retrouvez en difficulté budgétaire. Comme il y a 2 ans, 2 ans et demi même, on était avec un pic de transactions dans l'ancien à 1 200 000, et que là, on est aux environs de 700 000, à peu près, un tout petit peu plus. On a fini l'année 2024 un tout petit peu plus haut que 700 000. On est quasiment à 500 000 ventes en moins. C'est mathématique, hein, ça fait des rentrées en moins pour les départements. Alors les départements hurlent, je les comprends. Après, voilà, c'est mon point de vue personnel, hein, on n'est pas obligé de le partager. Je pense qu'il a été hasardeux de leur part d'imaginer que les années totalement exceptionnelles de vente immobilière au-dessus de 1 million d'euros allaient se poursuivre. C'était exceptionnel, ça n'avait pas vocation à continuer. Et donc, voilà, on aimerait aussi que de temps en temps, ils s'intéressent aussi au volet dépenses, voilà, pour essayer d'équilibrer les choses. Bref, ces droits de mutation, donc, ils augmentent jusqu'en 2028. On est là, pour l'instant, dans une période temporaire de 3 années pendant lesquelles les droits de mutation vont pouvoir augmenter. Alors, je dis qu'ils vont pouvoir augmenter parce que chaque département a la liberté de le faire ou de ne pas le faire. L'augmentation, elle va être de 0,5 points. On va augmenter la possibilité le plafond des droits de mutation, on le relève de 0,5 points. Si, bien sûr, les départements le souhaitent. Alors on commence à voir arriver des délibérations de départements indiquant, qu'ils augmentent les droits de mutation. Alors un truc qui est important, c'est que les départements qui n'auront pas délibéré avant le 15 avril 2025, donc c'est-à-dire assez vite, s'ils souhaitent augmenter, ils devront attendre le 1er janvier 2026 pour le faire. Donc il sera très intéressant de faire le point
juste à partir du 16 avril 2025 pour voir les départements qui auront augmenté ou n'auront pas augmenté. S'ils l'ont pas fait, voilà, ça laissera une fenêtre de tir de quelques mois pour profiter encore de droits de mutation qui seront encore sous l'ancien régime, l'ancien régime façon de parler, mais en tout cas qui n'auront pas été augmentés. On prévoit une exonération d'augmentation pour les primo-accédants. Alors attention, c'est pas une exonération de droits de mutation, c'est une exonération de l'augmentation pour les primo-accédants. Alors il y a deux conditions qui sont posées. Il faut pas qu'ils aient été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années. C'est la définition d'un primo-accédant. Et le bien acquis ici, il doit rester leur résidence principale pendant au moins 5 ans. Et ceux-là, s'ils s'engagent à cela, donc ça sera sans doute sous l'angle d'une attestation sur l'honneur signée au moment de la vente immobilière, ceux-là, ils pourront ne pas se voir appliquer cette hausse qui est prévue. Bon. Voilà sur cette dimension qui était apportée par la loi de finances. Autre aspect que j'ai pas présenté au début parce que je m'étais mis à l'essentiel, un aspect qui est pas très positif, à peine étonnant, c'est le budget sur la prime rénov qui a été réduit de quasiment un demi-milliard d'euros. C'est un petit peu dommage parce que effectivement la prime rénov ça marche plutôt pas mal, même si on est nombreux à dire que le dispositif reste complexe et pas toujours accessible pour le commun des mortels, avec peut-être des financements qui pourraient être améliorés. Quand on fait de la rénovation énergétique dans son habitation principale ou dans un bien que l'on loue, la prime rénov est quand même un coup de pouce non négligeable. Et là, on apprend que le budget global concernant la prime rénov se réduit. Autre point sur cette loi de finances pour 2025, c'est la fiscalité de la location meublée non professionnelle. Alors on avait déjà eu un coup porté sur la fiscalité de la location meublée au mois de novembre avec une loi qui avait été votée. Alors j'en ai abondamment parlé sur le podcast, donc je ne reviens pas dessus. Là, on a un nouvel élément qui vient s'ajouter et qui n'est pas un élément positif du tout, il faut en convenir, c'est que désormais, à la revente, on va intégrer l'amortissement qu'on a réalisé et on va le réintégrer dans le calcul de la plus-value de cession, donc c'est-à-dire dans le calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière que l'on pourrait réaliser à la revente de ce bien. Mauvaise nouvelle parce que cette réintégration de l'amortissement, elle va augmenter la base taxable, donc elle va augmenter nécessairement l'impôt qui va être dû ici. Alors, il serait trop complexe dans ce cadre-là de rentrer dans le détail, et je veux pas le faire parce que je veux vraiment que cet épisode soit une synthèse la plus rapide possible des apports de la loi de finances pour 2025. Je suis en train de préparer un épisode qui va synthétiser tous les changements fiscaux sur la location meublée. Voilà, et il y en a un certain nombre quand même, dont la loi de novembre 2024. Là, de nouveau, ce dispositif de réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value de cession, je reviendrai là-dessus de manière extrêmement détaillée. Alors néanmoins, on a une exclusion de la réintégration de l'amortissement dans quelques cas. Tout d'abord pour les biens qui sont transmis à titre gratuit. Alors, on pense notamment aux donations et aux successions. Ça veut dire ici que ça permettra d'éviter la réintégration des amortissements. Si on fait par exemple la donation d'un bien à ses enfants et qu'il s'agit d'une location meublée, admettons, il y a également les biens qui redeviennent la résidence principale du vendeur avant la cession. Donc ceux-là sont exclus. Alors juste un petit bémol là-dessus.
attention aux changements de destination fictifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle les changements de destination fictifs? C'est ceux, par exemple, qui sont, par exemple, propriétaires d'une résidence secondaire et qui, aux yeux de l'administration fiscale, maquillent en quelque sorte, la considèrent comme leur habitation principale pour éviter la plus-value sur la vente de ce bien. Voilà, bon, en fait, ils prétendent que cette résidence secondaire, dans mon exemple, est leur résidence principale pour échapper à l'impôt. Alors, le fisc a des moyens, hein, évidemment, de pallier à tout ça. Si vous voulez plus d'informations, vous allez écouter un ancien épisode que j'avais consacré aux plus-values immobilières. Donc, bon, voilà, on a cette exclusion ici, mais attention à pas voir ça comme un outil qui permettra d'un simple trait de plume en disant oui, ce bien que je vends, ça devient ma résidence principale pour éviter la taxation. Et puis, dans tout ceci, on a 3 éléments qui vont éviter de réintégrer l'amortissement dans le calcul de la plus-value. C'est s'il s'agit d'un bien en résidence étudiante, en résidence EHPAD ou un établissement pour personnes handicapées. Alors ça, c'est intéressant. Sans doute, c'est même certain, qu'il s'agit ici de favoriser l'investissement dans ce type de biens. Donc c'est intéressant de le savoir hein, quand on est dans l'idée d'avoir une stratégie d'investissement et qu'on pense au meublé, on voit émerger des choses intéressantes là. Faut pas tourner autour du pot. Ce changement dont je viens de parler, hein, la réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value de cession, qui était un peu dans les tuyaux hein, depuis quelques mois, mais qui n'était toujours pas rentré dans le cadre de la loi, il augmente de manière assez importante. Enfin, il peut augmenter de manière assez importante l'impôt sur les plus-values immobilières. Après, on pourra toujours atténuer ce dispositif en se disant que ceux qui achètent pour faire du meublé, ils font de l'investissement, ils n'achètent pas pour 2-3 ans. Souvent, c'est des biens qu'ils conservent toute leur vie, puis qu'ensuite ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Donc, bon, pour une partie de la population, des investisseurs qui possèdent du meublé, ça va pas changer grand-chose. L'autre point, c'est qu'évidemment, pour être affecté par cette réintégration de l'amortissement, il faut déclarer ses revenus de location meublée au réel, puisque l'impact de l'amortissement se fera uniquement ici au réel. Et je vais terminer ce tour d'horizon par l'exonération des dons familiaux, qui est une nouveauté. Alors, qui est une nouveauté 2025, on a déjà eu des dispositifs approchants. Hein. Voilà, c'est pas une totale nouveauté non plus dans le paysage fiscal quand on s'intéresse à la fiscalité depuis plusieurs décennies, ce qui est un peu mon cas. Donc l'exonération des dons familiaux. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, on sait qu'il existe des systèmes en matière de stratégie patrimoniale, quand on veut transmettre avant son décès des biens à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il y a le système des donations. Le système des donations, il bénéficie d'une exonération jusqu'à hauteur de 100 000 euros par enfant et par parent, tous les 15 ans. Donc on sait à partir de là, voilà, qu'il y a un certain nombre de choses à faire de son vivant pour éviter, quand on a des patrimoines moyens ou importants, pour éviter que ces enfants ne supportent pas la totalité des droits de succession, on va organiser des donations. Alors là, on crée dans cet ensemble un dispositif spécifique qui est l'exonération des droits de donation pour les dons d'argent, mais dans un cas, pour l'achat, la rénovation et la construction d'un logement. Donc là, on couvre quand même un spectre qui est assez important. Il s'agit de qui ? C'est les dons qui sont faits aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, voire aux neveux. Donc les neveux, on est assez large, mais attention, quand on fait une donation à ses neveux ou nièces pour les aider à
acheter leur logement, il faut que les oncles et les tantes, qui sont les donateurs, il faut qu'eux-mêmes n'aient pas d'enfants. Donc il y a une petite restriction ici. Tout ça est applicable combien de temps? C'est assez restreint dans le temps, puisque ça va du 15 février 2025. Donc, le système est mis en place depuis quelques jours seulement, et il s'arrêtera au 31 décembre 2026. Donc, on va avoir 2 ans environ d'exonération des dons familiaux. Bon, à charge après, peut-être au pouvoir public, à prolonger le dispositif. Mais a priori, on est sur un dispositif ponctuel qui est fait ici pour essayer de rebooster quand même un immobilier qui est quand même en berne, notamment sur le neuf. Alors, il y a une limite, on se doute que sur des aides fiscales de ce type, il y a une limite. La première, c'est 100 000 euros par donateur, et l'autre limite, c'est 300 000 euros par donataire. Le donataire, c'est celui qui reçoit. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir comme ça plusieurs membres d'une même famille qui donnent, par exemple, 3 fois 100 000 euros à un bénéficiaire. Ce bénéficiaire, ça peut être un petit enfant, un arrière-petit-enfant. Lui, il pourra pas cumuler plus de 300 000 euros, ce qui est déjà une somme non négligeable. Faut pas se cacher que qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut que les détenteurs d'épargne assez importants dans cette tranche de la population, qui est au-delà de 50, 60 ans, qui a quand même du patrimoine et qui a quand même beaucoup d'épargne, pas tous, attention, mais disons une partie de la population, on veut qu'ils mettent la main à la poche et qu'ils aident les plus jeunes à financer leur habitation principale. Alors, autre restriction, la somme, elle doit être employée dans les 6 mois, donc faut pas traîner non plus. Alors pourquoi on a fait ça? C'est pour éviter que si vous aviez fait une donation en 2024, vous n'allez pas pouvoir dire au fait la donation que j'avais fait en 2024, c'était pour aider à l'acquisition de mon fils, de ma fille, de son habitation principale. Quand on fait des travaux, ils doivent être éligibles PrimeRénov', donc on est principalement sur de la rénovation énergétique. Et surtout, le bien doit être conservé comme résidence principale pendant au moins 5 ans. Mais, très intéressant, on a quand même une possibilité de mise en location du bien qui ne fera pas sauter en fait l'exonération des dons familiaux, mais à une condition, c'est que le locataire ne soit pas un membre du foyer fiscal du donateur. Voilà, donc il faut à ce moment-là faire j'achète le bien grâce aux donations au pluriel d'une partie de ma famille, j'achète un bien, je peux très bien l'occuper comme habitation principale pendant 1 an, je le mets ensuite en location, mais une location classique. Donc plutôt intéressant ce dispositif. Pour moi, c'est peut-être le dispositif le plus novateur, le plus intéressant et le plus à même de faire bouger les lignes en immobilier. On verra, parce que comme toujours, il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer. Et puis, je trouve qu'on n'a pas assez fait de publicité, de communication sur ce dispositif pour l'instant, et donc c'est un petit peu dommage. Bon. Voilà ce tour d'horizon que j'ai voulu le plus complet possible sur cette loi de finances. Écoutez, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, si vous avez des questions sur la loi de finances, vous savez comment me contacter. Ça peut être dans les commentaires de l'épisode sur YouTube, ça peut être dans les commentaires sur Apple Podcast, Spotify, si vous l'écoutez en format podcast, même si c'est un petit peu moins facile de répondre à des commentaires. Et vous pouvez aussi me contacter via LinkedIn, me poser une question si nécessaire. Je vous dis tout simplement à très bientôt et méditez tous ces nouveaux éléments, ces nouvelles informations relatives à la loi de finances pour 2025.